Voilà, et je suis ravi d'accueillir Bonjour à Sophie. Sophie, merci d'être là. Je te laisse donc pour ces 30 minutes pour partager la Terre. Merci beaucoup, Paul-François. C'est d'abord un super honneur pour moi d'être là aujourd'hui parce que je le prends pour une reconnaissance du travail accompli par Demeter et toute son équipe. Demeter, c'est une société de capital investissement que j'ai cofondée il y a 17 ans, en 2005, pour agir pour la planète, pour accompagner des entrepreneurs qui avaient des solutions innovantes à apporter pour permettre à notre planète d'exister et de nous permettre aussi d'y vivre aisément. Alors, quelques chiffres, c'est 37 personnes aujourd'hui, l'équipe de Demeter. Nous ont fait confiance dès le premier jour des investisseurs. Ils nous ont confié leur argent, que nous avons nous-mêmes confié à des entrepreneurs. Alors, je salue particulièrement BPI, qui en a fait partie. Et on a maintenant 1,2 milliard qui nous ont été confiés en ces 17 ans et qu'on a mis, nous, à la disposition de plus de 210 entrepreneurs. Et notre métier, c'est chaque jour de les aider, j'ai envie de dire, de leur permettre de réussir. Je citerai quelques noms que vous connaissez. On a commencé par les énergies renouvelables. Solaire Direct, le premier développeur d'énergie renouvelable en France. À cette époque-là, en 2006, personne n'y croyait. Ça ne marchera jamais, c'est beaucoup trop cher. Ça coûte 10 fois moins cher aujourd'hui de produire un kilowattheure solaire. Et tout le monde en veut et en redemande. Nous avons accompagné également Quadrant. Ces sociétés ont été rachetées par des grands groupes. Total, Engie. Mais ces entrepreneurs ont créé de nouvelles sociétés pour relever de nouveaux défis. Vercor, que vous connaissez peut-être aussi, on fait de l'efficacité énergétique avec une société comme Dipkey. Là, on rentre dans ces sociétés qui font maintenant, on n'imaginait pas ça possible il y a 17 ans, des tours de table de 100 millions d'euros. Et puis, l'alimentation, on en a parlé à l'instant, Insect, une des sociétés qui a développé de l'IP, beaucoup d'IP pour être capable de produire des protéines à partir de scarabée molitor, qui construit des usines, une magnifique usine à Amiens. Et puis je citerai aussi Aledia, une société que nous avons accompagnée depuis 10 ans et qui, elle, va permettre de faire des LED qui seront extrêmement économiques en énergie et que vous aurez bientôt dans vos écrans, dans vos smartphones. Et vos smartphones, normalement, ils ne devraient plus chauffer. Et vous verrez mieux. C'est aussi un grand bonheur pour moi d'être là parce que je me sens une terrienne. Je suis d'une famille de terriens, j'ai été élevée en Normandie. Mon père élevait des chevaux et je passais beaucoup de temps avec lui. Et il m'a appris à écouter la nature. Il m'a appris 2 choses. À écouter la nature et que j'étais responsable. J'étais responsable et qu'il ne fallait pas que je me trompe dans le rapport de force. Parce que nous, on est forts, on est intelligents. Mais la nature, elle aussi, elle est intelligente et elle est sans doute plus forte. Donc, un développement durable, c'est un développement qui écoute la nature. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez toutes les urgences climatiques, tous les drames climatiques. La fonte des glaces en Arctique. Encore 30% de fonte cette année, un nouveau record. Le nombre de forêts brûlées, plus de 50 000 hectares en France, 3 millions en Sibérie. Sans oublier les tempêtes, les déferlements de grève, tous ces phénomènes, on ne peut pas aujourd'hui les ignorer. Alors, certains l'ont compris. Dès 2014, je reprendrai Ben Kemou, il disait il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Ça a été repris par notre président, je me permets de reprendre ces propos-là aussi aujourd'hui. Et l'enjeu est fondamental. Je crois que tout était dit. En 2015, je fais un petit flashback. 2015, les accords de Paris, et là, beaucoup de gens comprennent. Là, un gros travail a été accompli. On a envie de se relever les manches, de se dire oui, il y a un vrai enjeu, et on met les moyens. On met les moyens pour y arriver. Et l'objectif clé, c'est 2050 la neutralité carbone. Et 2050 la neutralité carbone, c'est bien gentil, mais ça ne veut pas dire attendre 2050. Parce que la roadmap techno, c'est 2030. Et l'Europe nous l'a rappelé avec le Fit for 55. Et si l'échéance 2030, on n'y arrive pas, ben c'est même pas la peine. 2050, on oublie. C'est comme en techno, sur la roadmap, il y a des étapes. Si on ne les franchit pas, tant pis, on oublie. Donc là, il faut vraiment qu'on soit tous
et extrêmement concentré pour atteindre ces objectifs de 2030. Alors, est-ce que j'y crois? Moi, je vais vous dire oui, j'y crois. Et pourquoi j'y crois? J'ai envie de dire pour 5 principales raisons. La première, c'est qu'il y a déjà eu du travail de fait. Voyez-vous, moi, je travaille depuis 17 ans dans le domaine. Et je ne suis pas toute seule. Hein. Je vais reprendre un chiffre. On sort un baromètre avec France Invest, EY et Green Univers. On les sort ce soir, les chiffres. On va investir, au cours du premier semestre, je vous les donne en primeur, près de 2 milliards d'euros. Il y a 10 ans, on investissait, nous, le capital investissement, dans une année, 400 millions d'euros dans ces sujets des clean tech. Ça veut dire à peu près x10. Allez, x10 en 10 ans, c'est comme l'énergie solaire. Quand on voit les moyens qu'on est en train de pouvoir mettre en œuvre, et on a créé au cours de ces 10 dernières années un écosystème sur lequel on peut s'appuyer pour accélérer. Voilà pourquoi j'y crois. J'y crois aussi, la deuxième raison majeure, parce qu'on a des innovations. En France, on a des innovations. Nos chercheurs, moi, ils font mon admiration tous les jours, ils sont bons. Dans les économies décarbonées, je me plais à dire ça, on a parmi les instituts, dans les 4 premiers instituts au niveau mondial, on a 2 Français. Donc vraiment, on n'a rien à envier aux autres. Alors je le dis d'autant plus aisément que moi je ne suis pas ingénieur. Mais ils font tellement mon admiration que je suis même dans les conseils d'administration du CNRS et de l'IFP Énergie Nouvelle. Vous voyez? Comme quoi, aujourd'hui, on a compris qu'on pouvait travailler ensemble. Les laboratoires communs aussi, ça fonctionne. Et là, on a besoin de talents. Vous êtes tous bien instruits. Les générations, la complémentarité générationnelle, c'est essentiel. J'y crois aussi parce que c'est une approche holistique. Pour arriver à sauver la planète, il y a l'énergie. Bien sûr, une croissance décarbonée, c'est clé. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les AGTech. On en a parlé et on va continuer à en parler. Il faut nourrir cette planète. Et il faut qu'on soit nourri sainement. Les médecins nous le disent. C'est comme ça qu'on progresse aussi énormément. Donc, on a beaucoup à faire. Je cite ces 2 grands secteurs-là, mais on parlera de l'espace, il y en a d'autres. Et puis, on a aussi aujourd'hui toute une tendance. Les pouvoirs publics sont là. Et la population, l'enseignement, les chercheurs, les entrepreneurs, il y a des talents partout qui sont en train de travailler ensemble. Et là, on est vraiment sûr de réussir. Donc voilà, moi je crois qu'aujourd'hui, avec également les capitaux qui sont mis à disposition, hein, France 2030, BPI, nous, les investisseurs financiers privés, et on n'a jamais aussi bien travaillé ensemble, le privé et le public, qu'on le fait aujourd'hui. Nicolas Dufour l'a rappelé, les territoires aussi sont mobilisés, donc il y a une telle mobilisation que j'y crois vraiment. On va voir les entrepreneurs, ils vont nous expliquer ça beaucoup mieux encore que moi, enfin vous allez le vivre vraiment. Et puis il y a juste un dernier sujet, il y a une autre urgence, il va falloir l'intégrer, c'est l'urgence géopolitique. Parce que l'urgence géopolitique, ça rend encore plus prégnant notre volonté et notre besoin d'avoir une croissance décarbonée, mais ça conduit aussi à reconsidérer ce qu'est la souveraineté, la mondialisation et la souveraineté. Je sais que Nicolas Dufour en a parlé, je suis complètement en ligne, on va se remonter les manches aussi pour ça. Voilà, je crois que je peux maintenant vous poser une question avant d'accueillir nos 3 entrepreneurs. Alors, elle doit s'afficher derrière moi, voilà. Nous avons tous conscience des enjeux écologiques. Ça ne servait à rien, alors, tout ce que je racontais. Ils savaient déjà tout. Bon. Mais je suis sûre que vous en savez encore un petit peu plus maintenant. Selon vous, quelle est l'urgence du moment? Sauver, réparer ou réinventer? Bon, on peut faire les 3, mais là, il faut hiérarchiser. Hein. L'urgence, la priorité. Ah, voilà. Donc les deep tech. La deep tech, c'est la solution. L'innovation, les technologies profondes, c'est elles qui vont nous permettre de réinventer un monde nouveau et de relever des défis. Je partage complètement ce point de vue. Je pense que c'est dans ce sens-là que nous allons tous et que vont en tout cas nos 3 entrepreneurs que je vais accueillir maintenant.
Alors, dans l'ordre, parce qu'il y a un ordre précis à respecter, je vais commencer par Alexandre. Alexandre qui est le fondateur de Green Impulse. Merci Alexandre. Je vais maintenant appeler Harold, qui lui est le fondateur de FinX. Voilà, il arrive en courant, en sportif. Et je vais terminer par Fabien, fondateur d'Iten, que je connais bien parce qu'on l'accompagne depuis maintenant 2014 chez DVTR. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, le floor is yours. Je vais vous laisser nous faire vibrer aussi avec votre très très belle réussite. C'est à vous, Alexandre, pour le domaine des Agitech. Bonjour à tous. L'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine à vivre absolument. Bonjour, je m'appelle Alexandre Oliveau, je suis président cofondateur de la société Green Impulse et j'ai 5 minutes pour vous parler d'innovation, de développement d'entreprise et d'aventure. Alors l'innovation tout d'abord. Chez Green Impulse, nous sommes une société de biotechnologie végétale. Nous exploitons 10 ans de recherche académique auprès des universités d'Angers et de l'INRAE. Et nous avons pour mission de mettre en marché d'ici 2025 un nouveau produit de biocontrôle qui va viser à remplacer certains pesticides, notamment des fongicides. Et nous valorisons aujourd'hui 2 brevets de l'Université d'Angers pour cela. Alors cette technologie, elle est basée sur des extraits naturels qui proviennent de plantes, qui sont formulés et qui vont être homologués jusqu'à la voie de l'AMM en Europe et aux États-Unis. Les chercheurs ont mis en évidence la capacité de certaines molécules naturelles à venir inhiber des voies métaboliques qui sont essentielles pour les champignons pathogènes, qui sont responsables des maladies des plantes. Et en appliquant ces molécules, qui sont sous forme de produits formulés en agriculture, on peut réussir à réduire de plus de 90% l'usage de certains fongicides classés cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc on est vraiment sur une innovation de rupture. Et on entre là dans un nouveau champ des possibles, une nouvelle famille que l'on appelle, nous, les ARPI, pour Adaptative Response Pathway Inhibitor. On est les premiers à faire ça au monde. On a la chance de collaborer avec des équipes de recherche qui ont été les toutes premières à publier des actifs sur ce domaine. Et donc, on est vraiment sur une technologie innovante. Deuxième point, le développement de mon entreprise. Comment j'ai démarré? Alors, au départ, c'est un travail de fond que l'on a je pense intérieurement. On fait le choix de devenir entrepreneur. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire dès l'âge de 20 ans, sorti de classe prépa. Je souhaitais m'engager dans les études d'ingénieur et je savais que je devais être ingénieur, non pas pour être salarié, mais pour être entrepreneur et créer ma propre société. Donc, dès lors, j'ai été très ouvert sur les opportunités qui se présentaient à moi et j'ai cherché à construire mon réseau. J'ai cherché à rencontrer des porteurs de projets, à rencontrer des vraies innovations. Et j'ai fait la connaissance des personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Et en premier lieu, mon associé Manuel Pajot, qui a lui 20 ans d'expérience dans le domaine des biocontrôles et qui venait du secteur privé et qui avait déjà mis en marché des molécules. On a formé un binôme, on a été incubé d'abord dans une technopole et on a connu 2 ans sans pouvoir se rémunérer avant de créer la société. Donc c'est un parcours très long, très laborieux, mais vraiment, il faut une détermination sans faille pour pouvoir aller jusqu'à terme. Et le jeu en vaut la chandelle, puisqu'à partir de 2019, on a pu enfin créer la société, se rémunérer, et on a fait une opération très tôt d'1 million d'euros auprès de fonds régionaux qui nous ont fait confiance, des fonds d'amorçage. On a construit, on a réussi à obtenir des financements et dotations d'aide publique pour le laboratoire et les chercheurs qui sont au sein du labo de l'Université d'Angers qui sont à l'origine de ces brevets. Et on a créé, construit une collaboration étroite avec ces chercheurs. On les a gardés avec nous dans le projet et on a pu, grâce à eux, obtenir des thèses et des bourses CIFRE, des financements de post-doc pour continuer à maturer cette technologie, à trouver de nouvelles molécules. Et puis aujourd'hui, on est même en train de construire une chaire régionale industrielle et peut-être demain un LabCom. Donc vous voyez, le partenariat public-privé, il est possible et on en est la démonstration, nous à Angers. Alors je voudrais finir cette intervention par l'aventure. Quand je pense à l'entrepreneuriat, je pense à l'aventure et pour moi, l'aventure, de prime abord, je pense à ces hommes du XVe siècle qui ont
à travers leur caravelle, pris la mer et sont partis découvrir de nouveaux mondes, de nouvelles landes, et sont revenus avec quelques richesses et parfois bredouilles. C'est le jeu, effectivement, et le risque de l'aventure. Et dans l'entrepreneuriat, eh bien, vous retrouvez toute cette qualité et ces compétences qui sont requises pour entreprendre et pour faire partie de cette aventure. L'aventure, finalement, aujourd'hui, elle n'est plus géographique, elle est technologique. Si vous avez envie de l'inédit, si vous n'avez pas peur de l'inconnu, si vous aimez repousser vos limites et sortir de vos zones de confort, alors l'entrepreneuriat est fait pour vous et l'innovation de rupture est quelque chose que vous devez porter absolument. Donc, pour finir, l'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine à vivre absolument. Je vous remercie. Bravo. On a envie, hein. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Harold de FinX. Merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Harold Guilbin, fondateur de FinX, et aujourd'hui je vais vous parler de moteurs de bateau à nageoire. Savez-vous à quelle vitesse se déplace la baleine bleue? La baleine bleue, c'est 30 km/h vitesse de croisière, et le loustic fait quand même 190 tonnes. Le dauphin, c'est 60 km/h. Et l'espadon alors? L'espadon, ce sont des pointes à 110 km/h dans l'eau, sans hélice. L'humanité a beaucoup de choses à apprendre de la nature et bizarrement, elle s'est dirigée vers des solutions tout autres, à hélice plutôt qu'à nageoire. Chez FinX, nous faisons des moteurs de bateau à nageoire. On remplace l'hélice par une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson et qui permet tout un tas d'avantages. La sécurité maximale, on n'a pas d'hélice. Une robustesse à toute épreuve face aux algues, aux bouts, aux fils de pêche, on n'a toujours pas d'hélice. Et en plus, c'est une technologie électrique qui a 20 fois moins d'impact sur l'environnement comparé aux moteurs classiques thermiques. L'inventeur de cette technologie s'appelle Jean-Baptiste Drevet. Et Jean-Baptiste, ingénieur des arts et métiers, a regardé la nature et il s'est demandé, il a toujours su qu'il y avait un autre moyen de propulser un bateau autrement qu'en utilisant une hélice. Il a cherché, et à force de persévérance, il a trouvé cette membrane ondulante pour propulser un bateau. Malheureusement, Jean-Baptiste ne fait plus partie de ce monde et nous a quittés brusquement cet été. Et je souhaite faire de ce moment un moment pour lui rendre hommage. Jean-Baptiste a constitué le premier pilier de mon aventure entrepreneuriale, l'inspiration. L'inspiration saine, l'inspiration la plus pure qu'il soit, celle que l'on a quand on regarde la nature et que l'on s'aperçoit que finalement, tout est déjà devant nous. L'inspiration naïve aussi, celle qui a permis à une jeune équipe d'ingénieurs de se lancer dans le développement d'un moteur de bateau à nageoire au XXIe siècle. C'est un peu un retour aux sources finalement, développer un moteur de bateau à nageoire au XXIe siècle. Si vous cherchez de l'inspiration, sachez que le biomimétisme est une magnifique bibliothèque à ciel ouvert dans laquelle vous pouvez trouver un livre par espèce d'êtres vivants qu'il y a sur notre planète. Et d'ailleurs, nous serons présents au salon Biomimexpo dans 3 semaines à la Cité des Sciences. L'inspiration n'est rien sans le deuxième pilier fondamental que j'ai pu éprouver à travers mon aventure entrepreneuriale, c'est la chance. Je pense être vraiment quelqu'un profondément de chanceux, et ça, je pense l'être depuis l'âge de mes 13 ans, quand j'étais à la kermesse de mon village et que j'ai gagné le premier prix de tombola de ma kermesse. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était un Karcher, et lors de la remise des prix, c'était assez incroyable parce que le Karcher était quasiment 2 fois plus grand que moi, tout le monde s'est marré, mes parents ont adoré. Et à partir de ce jour-là, moi, je me suis dit que j'étais quelqu'un de chanceux et j'ai cultivé cela. Et je pense que ça nous a servi parce que finalement, quelques jours avant le premier confinement, nous avons réussi à clôturer notre première levée de fonds d'1 million d'euros. Le troisième pilier, celui qui vous permet de passer de l'idée à la réalisation, est la persévérance. Faire de la deep tech, c'est pas simple, c'est même très compliqué. Mais c'est une aventure magnifique, pleine d'apprentissage. Et je pense que sans cette persévérance, FinX n'aurait pas su passer de l'idée à la réalisation, avec aujourd'hui un premier produit qu'on est en train d'industrialiser ici, en France, en Normandie. Voilà, peut-être que parmi vous, il y a des génies, comme Jean-Baptiste, à qui je souhaite une vie longue et heureuse. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qui souhaitent passer le pas et se lancer dans l'aventure. Eh bien, j'ai 3 conseils à vous donner. D'abord,
Trouvez votre source d'inspiration inépuisable. Ensuite, cultivez votre chance. Et enfin, soyez persévérants. Merci beaucoup. Merci Harold. Et bravo pour cet hommage aussi que nous rendons et également à la solidarité transgénérationnelle. Je laisse maintenant la parole à Fabien pour Iten. Bonjour. Alors, je suis Fabien Gaben, je suis le président fondateur d'Iten. Alors, aujourd'hui, on doit parler de la Terre et nous, il y a une problématique particulière auquel on s'adresse, c'est celle du remplacement des piles-boutons. Aujourd'hui, les piles-boutons contribuent pour une part très significative de l'empreinte carbone des circuits électroniques. Et nous, chez Iten, on a développé une nouvelle génération de micro-batteries, de composants électroniques extrêmement miniatures, révolutionnaires et performantes, qui vont permettre de répondre à cette contrainte d'éco-conception dans les circuits électroniques. Alors, on parlait des piles-boutons, mais en quelques chiffres, de quoi on parle? En fait, les piles-boutons sont des batteries qui sont des éléments qui ne sont pas rechargeables, que l'on vient mettre sur les circuits électroniques avec des étapes manuelles. Ces étapes manuelles sont coûteuses, elles prennent beaucoup de temps. Et surtout, il faut prévoir ces piles-boutons en fin de vie, de les démanteler, de les recycler, de les collecter. Et aujourd'hui, à l'échelle de la planète, c'est 30 milliards de piles-boutons qui sont utilisés tous les ans. 700 millions en France et seulement 30% d'entre elles rentrent dans le circuit de recyclage. À tel point que la Commission européenne a décidé à horizon 2030 de limiter leur utilisation, voire même de l'interdire dans un futur proche. Et donc nous, chez Iten, on a pour objectif donc, de remplacer ces piles-boutons. Et l'enjeu en termes de CO2, il est très important puisque si on remplaçait aujourd'hui toutes les piles-boutons de la planète par des micro-batteries Iten, c'est 900 000 tonnes de CO2 économisées. Ça représente plusieurs millions de véhicules thermiques. Alors, les micro-batteries que l'on a développées chez Iten, elles ont plein de particularités. Ce sont des micro-batteries extrêmement miniatures, extrêmement puissantes, qui du coup permettent d'assurer la miniaturisation sans dégrader les performances des circuits. Elles sont soudables, elles sont montées en automatique sur les circuits électroniques comme n'importe quel composant électronique. Et du coup, on n'a plus à se poser le problème de leur recyclage, puisqu'elles partent dans les circuits de recyclage avec l'ensemble des autres composants électroniques. Elles ne contiennent pas de métaux lourds, pas d'électrolytes inflammables, aucun composant polluant. Alors, vous allez me dire comment on a fait pour développer ces technologies de batterie. Donc, on a été obligé de complètement disrupter l'architecture de la batterie, parce que vous vous rendez bien compte que pour faire un composant électronique soudable, les batteries aujourd'hui on ne sait pas les souder, quand on les chauffe ça explose. Il a fallu revoir toute l'architecture de la batterie et on a développé des architectures de cellules batteries entièrement céramiques qui du coup tiennent à haute température, peuvent être soudées, stockent énormément de densité d'énergie, des niveaux de puissance jamais atteints, elles peuvent être rechargées en 3 minutes. Elles permettent aussi de résister à des très fortes chaleurs comme des procédés de stérilisation. Et en plus donc, de répondre à des enjeux d'éco-conception pour la planète, ça permet d'ouvrir un champ des possibles pour les électroniciens qui n'avaient pas imaginé jusqu'à présent. Et on est vraiment content chez Iten de pouvoir de contribuer à accroître la créativité de nos amis électroniciens, à tel point qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on propose notre produit, les clients nous proposent spontanément des nouvelles applications, des nouveaux marchés, des nouveaux produits auxquels on n'avait pas pensé. Et les enjeux aujourd'hui pour nous, c'est un marché de plus de 15 milliards de composants par an. Alors, comment j'en suis arrivé là? Donc, moi, après avoir fait des études scientifiques, j'ai passé toute ma carrière dans l'industrie. L'industrie m'a forgé, m'a tout appris. J'ai travaillé dans de très très nombreuses thématiques scientifiques, industrielles, de mécanique, d'industrialisation, de chimie. Et c'est qu'à partir après avoir passé le cap de la quarantaine et d'avoir acquis suffisamment d'expérience sur ces projets industriels, que j'ai décidé de me lancer seul dans mon propre aventure entrepreneuriale. À l'époque, j'avais des amis électroniciens qui disaient écoute, si tu veux lancer une boîte, essaie de nous trouver un composant pour gérer les problèmes de microstockage d'énergie dans les batteries. Et il faudrait que ce composant, alors là, ils m'ont fait la liste à l'après-vert, il faut que ça soit soudable, etc. Et puis, si tu y arrives, tu seras le roi du pétrole. J'ai dit banco, je relève le défi. Et donc, je suis parti tout seul, avec quelques slides,
des idées, des principes d'architecture que j'avais imaginés pour répondre à cette problématique. Et ce qui est formidable, c'est que voilà, j'ai réussi à trouver en France des partenaires, des laboratoires, des équipes scientifiques, des sources de financement qui ont pu m'accompagner depuis le démarrage jusqu'à la fin de ce projet. J'ai démarré, moi, avec le Fonds national d'amorçage qui avait été créé en 2012 pour m'aider à faire cette série A de 3,2 millions. Ensuite, j'ai été accompagné par le plan d'investissement d'avenir, le concours mondial de l'innovation 2030, dans lequel j'ai été lauréat. On a fait une série B à 10 millions d'euros. Et puis là, pour ceux qui suivent la presse, très récemment, on vient de boucler un tour de table de 80 millions d'euros pour financer nos premières grosses usines et poursuivre notre développement commercial à l'international. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est que quand j'ai lancé mon projet, tout le monde m'avait dit, a essayé de me décourager en me disant, de toute façon, si tu veux faire un projet hyper technologique, industriel, sur des marchés aussi énormes que l'industrie électronique, tu n'y arriveras jamais tout seul, tu n'y arriveras pas en France, il faut partir à l'étranger. Et voilà, et si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour simplement vous dire que j'y suis arrivé et que c'est possible et qu'on peut faire des projets très high-tech en France sur des marchés comme les nôtres. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Fabien, bravo à tous les trois. Je crois qu'on est vraiment admiratifs. On est là pour on a vraiment envie qu'ils réussissent tous. On voit que beaucoup d'ingrédients sont réunis. Je crois que c'est important qu'on réfléchisse aussi ensemble. Ils nous ont apporté déjà beaucoup de réponses sur qu'est-ce qui permet de réussir. Et on l'a dit, il y a de la science. Il y a de la science dure, je crois. Vous avez tous insisté sur le fait qu'il y avait de l'ingénieur derrière. Et on en a. Vous êtes tous avec une grosse capacité de recherche et d'industrialisation dans vos équipes. Donc on est, j'ai l'impression, un peu loin de la bonne idée. Je vous écouterai là-dessus. On est aussi très à l'écoute de la nature, du marché, parce que quand on est à l'écoute de la nature, on est aussi à l'écoute de la demande. Sans doute est-ce un moyen de pouvoir convaincre, de relever des grands défis qui demandent du temps, parce que ça, la deep tech, ça demande du temps. On a vu quand même la superbe levée de fonds d'Iten, c'est quand même 8 ans après. Donc, et le chiffre d'affaires, c'est pour encore un petit peu plus tard. Donc, il faut être patient. C'est du capital patience que nous devons leur amener, nous, pour leur permettre de réussir. Mais je vais maintenant leur laisser la parole pour leur dire un petit peu entre tout ce qui est l'idée, le concept, et puis le leadership, la capacité d'attirer des talents. Qu'est-ce qui, selon vous, est vraiment primordial ? Alors pour débuter, je pense que ce qui est primordial, et c'est vraiment l'expérience que j'en ai fait, c'est les belles rencontres en fait. Il faut savoir saisir les opportunités qui vous sont apportées dans la vie. Si vous avez la conviction d'être des entrepreneurs, vous allez être sensible en fait à ces choses qui peuvent passer. L'entrepreneuriat, c'est parfois un train qui passe et il faut savoir monter à bord et ne pas le laisser filer. C'est parfois trop tard après. Je dirais ça. Ça, c'était la chance telle que nous la décrivait. Je dirais que pour Phoenix, par rapport à ça, il faut bien définir ses valeurs au début et rester un peu cohérent par rapport à la personnalité des fondateurs, de l'équipe historique. Nous, la bienveillance, c'était quelque chose qui était vraiment clé et on a su aujourd'hui attirer des talents, des ingénieurs, des femmes et des hommes que j'admire. Et aujourd'hui, je pense que sans cette bienveillance, on n'aurait pas su souder l'équipe comme elle l'est aujourd'hui. Alors, moi, je vais peut-être parler sur le temps, puisqu'on est sur un projet sur des temps longs. En effet, les projets industriels, c'est des projets qui sont séquencés avec beaucoup d'étapes clés à franchir, le développement technologique. Après, la question de l'industrialisation, comment je vais fabriquer. Et nous, chez Iten, par exemple, on a fait le choix de tout fabriquer de A à Z, depuis les matériaux, les électrodes au packaging, et à chaque étape de fabrication, on a pu trouver un partenaire. Et une fois qu'on sait comment on va fabriquer, il faut après monter les usines, les capacités industrielles, et quand toutes ces étapes se réalisent après de manière consécutive, c'est sûr que ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Et souvent, dans les startups, on associe souvent la communication des startups autour du phénomène licorne. Est-ce que vous êtes une licorne? Rapidement, vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Mais je pense que quand on veut faire un projet industriel, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner en étapes,
franchir les étapes. Et si, sincèrement, vous travaillez bien de manière consciencieuse à bien franchir toutes ces étapes, vous finissez forcément par devenir une licorne. Très bien, merci. Merci à tous. Vous vous êtes attaqués à 3 sujets majeurs. Vous allez nous sauver la mer, notre puits carbone par excellence. On va être bien nourris. Et puis, on va éviter d'émettre du CO2 et en même temps, on va toujours pouvoir se servir de on va toujours avoir des piles pour le monde de l'électronique. Donc, vraiment, bravo. Je retiens 3 mots. La bienveillance, le sens des valeurs, le capital patience. Et puis, moi, j'ajoute le mien, la solidarité. Merci à tous. Merci beaucoup, Sophie.